Bien. Rebonjour tout le monde. Je disais que jusqu'à présent, nous avons pris le temps d'étudier, on va dire, les patterns de base d'une architecture logicielle de manière générale. Nous avons commencé par la première partie qui est très importante, à savoir le principe ou bien les patterns de l'inversion de contrôle et de l'injection des dépendances. Ça, c'est, si vous voulez, c'est deux patterns qui sont extrêmement importants dans les architectures logicielles. Et puis nous nous sommes voilà, intéressés à la partie accès aux données, notamment avec d'abord nous avons rappelé le mapping objet relationnel via l'API GDVC. Et puis nous avons vu comment faire ce mapping objet relationnel en utilisant GPA, Java Persistence API, avec son implémentation Hibernate. Et puis également nous avons vu dans les bonnes pratiques en fait comment utiliser Spring Data, qui est l'un des modules qui sont très importants qui sont basés, en fait, qui sont utilisés par Spring pour faciliter l'accès aux données de manière générale, que ce soit bien les bases de données relationnelles que les bases de données NoSQL ou autre chose. Et puis nous avons en fait fait la partie technologie web. Nous avons vu rappeler un peu l'architecture de base de l'architecture J2E, l'architecture web, avec les composants de base, à savoir Servlet, JSP. Nous avons rappelé le pattern MVC, Model View Controller. Et puis nous avons vu en fait comment, on va dire, comment créer les servlettes, la structure d'une servlette, comment déployer une servlette, comment faire communiquer servlet et JSP à travers, bien sûr, soit le forwarding ou bien la redirection. Et puis nous avons vu que comment faire ça avec Spring MVC. Donc Spring MVC, c'est l'un des frameworks qui sont très populaires et qui sont souvent utilisés donc dans les applications Java pour la partie web. Et nous avons vu avec Spring MVC qu'en fait, il y a deux modèles. Il y a deux modèles d'architecture web. Donc, il y a le modèle en fait rendu HTML côté serveur et rendu HTML côté client. En fait, deux architectures de base, si vous voulez. Alors, je rappelle juste que dans le modèle rendu HTML côté serveur, bon, l'idée c'est qu'en fait un client quand il envoie une requête vers le serveur, généralement le serveur, côté serveur, on va trouver d'abord un contrôleur qui va recevoir la requête HTTP. Et puis ce contrôleur, il va déclencher des traitements. Souvent, les traitements sont implémentés dans la couche métier ou bien la couche service. Et puis, on récupère les résultats. Et puis, ce contrôleur, il va essayer donc d'envoyer ces résultats au format HTML vers le client. C'est-à-dire dans le rendu HTML côté serveur, si vous voulez, le client envoie la requête et à la fin, il reçoit du HTML. Et donc, pour générer du code HTML côté serveur, vous aurez besoin d'utiliser ce qu'on appelle un moteur de template. Template Engine. Alors, le moteur de template, donc c'est une librairie qui est utilisée côté serveur et qui permet de faciliter la génération du code HTML côté serveur. Et donc, parmi les moteurs de template que nous avons utilisés, donc il y a Teamleaf. Donc, Teamleaf, vous voyez, donc c'est un moteur de template qui est fait pour générer du HTML côté serveur. Alors, chaque technologie, généralement, utilise un moteur, il y a des moteurs de template de ce type. Par exemple, avec l'architecture .NET, il y a Razor, donc c'est un moteur de template qui fait à peu près la même chose que Teamleaf. C'est pas pour PHP, il y a Twig. L'essentiel que de manière générale, dans chaque technologie, il y a toujours des moteurs de template qu'on utilise pour générer facilement du code HTML côté serveur. Alors, donc nous avons vu en fait comment faire ça, comment implémenter une application qui respecte le pattern MVC d'abord et en même temps avec un rendu HTML côté serveur, notamment en utilisant Teamleaf. Bon, ça on a fait une activité pratique et puis nous avons vu euh, la partie donc sécurité la dernière fois. Nous avons vu les concepts de base de la sécurité web. C'est une partie qui est très importante et qui va être encore en fait, qui va être bien sûr traitée en détail dans les cours de l'année prochaine parce qu'il y a cette partie sécurité, elle est tellement importante. Donc vous allez la retrouver généralement partout dans tous les modèles de manière générale. Et donc voilà, nous avons en fait vu les concepts de base de la sécurité web, notamment avec
l'authentification stateful, l'authentification stateless, la différence entre ces deux modes d'authentification. Et puis, nous avons vu quelques failles de sécurité dont on avait beaucoup parlé, comme en fait l'attaque CSRF, Cross-Site Request Forgery. Donc, on en a parlé la dernière fois. Et puis, donc, nous avons vu, en fait, avec Spring Security, comment sécuriser facilement une application web. Et d'ailleurs, c'était la dernière activité pratique que j'avais, que vous avez sur Classroom. C'est justement, ça résume un petit peu cette architecture. C'est-à-dire, l'idée principale, c'est de développer une simple application qui permet donc de gérer, je pense, des produits, dans laquelle il y a un moteur de template TeamLeaf, mais en même temps, à la fin, il y a la sécurité avec Spring Security. Et généralement, l'activité pratique numéro, je pense, 4, eh ben, c'est une activité plutôt 3. Donc, c'est une activité pratique qui résume un peu tout ce qui a été fait auparavant. Donc, c'est pour cela que pour les gens qui n'ont pas pu travailler cette activité, il faudrait lui donner le temps parce que ça résume un petit peu globalement tout ce qui a été fait. Alors maintenant, ça c'est bien. Tout ça, quand on arrive là, c'est que on a à peu près une idée comment les entreprises développent, on va dire, les applications web. Si vous voulez, on a une idée claire sur l'architecture web J2E notamment, avec un rendu HTML côté serveur. Alors, sauf que dans le rendu HTML côté serveur, c'est un modèle, on va dire, qui est ancien d'abord. C'est-à-dire il est mature. Bon, ça fait les applications web ont commencé comme ça. C'est-à-dire, si je reviens depuis les années 2000, généralement depuis que le web a été créé, c'était comme ça. Il n'y avait pas d'autre. C'était le rendu HTML, il est toujours côté serveur, parce qu'en fait, c'était le moyen qui existait de toute façon. Alors, sauf qu'avec le temps, en fait, il y a des frameworks JavaScript qui se sont développés. Notamment, parmi ces frameworks, il y a Angular, il y a React, Vue.js. Donc, il y a des frameworks JavaScript qui se sont développés et qui permettent de créer, on va dire, les IHM, les interfaces web, de manière plus élégante, plus intéressante. Et donc à partir de ces frameworks, à partir du développement de ces frameworks, il y a un autre modèle d'application web qui est souvent préféré par les entreprises parce qu'il est plus souple, il est plus intéressant. C'est ce qu'on appelle le rendu HTML côté client. Alors, généralement, dans le modèle rendu HTML côté client, bon, généralement, le client envoie une requête vers le serveur. Le serveur, il fait les traitements, mais à la fin, il va pas renvoyer du HTML, mais il va souvent envoyer au client des données au format JSON. C'est-à-dire le serveur ne génère plus, ce n'est plus son affaire de générer du HTML, mais à chaque fois qu'il veut envoyer des résultats vers un client, il envoie les résultats au format JSON. Et puis donc c'est côté client que en fait, on va dire, c'est côté ou client web que l'application va prendre les données JSON et les afficher au format HTML. Donc ça veut dire finalement la génération du HTML ne se fait pas côté serveur, mais plutôt il se fait côté client. Et donc là, on va retrouver aujourd'hui, donc c'est l'un des modèles les plus répandus. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Nous allons voir justement quels sont les concepts de base du framework Angular. Bon, c'est un framework qui est très intéressant. En tout cas, pour quelqu'un qui fait de l'ingénierie de manière générale, il va voir que Angular, c'est le framework le plus structuré en quelque sorte en termes d'architecture. Et donc, on va essayer de voir les concepts de base. Et puis, nous allons voir comment implémenter. Tout à l'heure, je vous laisserai, comme toujours, une démo vidéo dans laquelle il y a une activité pratique qui est largement suffisante pour comprendre comment travailler avec Angular et comment pratiquer, comment maîtriser ce framework. Alors, donc, c'est mon objectif, c'est mon travail, c'est justement de vous faciliter la compréhension d'abord de l'architecture et en même temps, via donc des applications pratiques, vous allez maîtriser donc tout ça. Donc je suppose que généralement, quelqu'un qui est dans le domaine de IT, bon, il est très important de maîtriser un framework front-end. Pour les applications web, il y a Angular, React, donc soit React, soit Angular, soit les deux, donc c'est de préférence.
Côté application mobile, il y a Flutter, il y a React Native, donc c'est des frameworks UI. À mon avis, bon, quand on a une expérience, même si par exemple vous n'êtes pas un expert en la matière, mais c'est très important, bien sûr, de maîtriser les concepts de base et de savoir comment travailler avec ces frameworks. Et ça aide beaucoup pour mieux, bien sûr, d'abord pour les gens qui font de l'ingénierie logicielle, c'est très important parce que surtout maintenant, avec le développement de l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus, bon, beaucoup d'entreprises vont utiliser l'IA pour générer des applications. Et puis donc ces applications-là, donc ben, le minimum, c'est bien sûr de comprendre le back-end, le front-end, de savoir l'architecture, parce que généralement, c'est très compliqué de commencer à développer des applications sur des architectures que vous maîtrisez pas. Donc c'est pour cela la maîtrise de l'architecture est fondamentale. Donc maîtriser ce qui se passe en back-end, ce qui se passe en front-end, maîtriser comment la communication se fait, maîtriser comment sécuriser c'est-à-dire le dialogue entre les applications distribuées. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais après, bien sûr, donc coder les applications, maîtriser le codage des applications, c'est très important. Mais bon, on peut toujours faire appel à des outils de l'IA pour générer du code. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant très très populaire. Donc côté entreprise. Donc, mais la maîtrise, il est très importante. Bien, alors donc Angular. Bon, Angular, donc c'est un framework qui permet de créer la partie front-end des applications web. Alors, les applications de Angular, c'est des applications de type ce qu'on appelle SPA. SPA, ça veut dire Single Page Application. Alors, Single Page Application, ça veut dire quoi Single Page Application? Ça veut dire qu'une application Angular se compose d'une seule page, tout comme React, tout comme les autres frameworks. Une seule page. Et généralement, cette page, c'est index.html. Bon, c'est la première page qui va s'afficher dans le navigateur. Bon, une fois que cette page s'affiche côté navigateur, ben, il va charger le framework qui est généralement une librairie JavaScript. Il va charger le framework Angular. Et à partir de ce framework Angular, ben, on pourra envoyer des requêtes HTTP vers le backend souvent avec du JavaScript, avec Angular. On peut facilement envoyer des requêtes HTTP vers le backend. Ben, généralement, le backend, il va faire des traitements et à la fin, il va nous retourner des données souvent au format JSON. Et puis, on va prendre ces données de JSON et puis on va les afficher quelque part dans la page en utilisant ce qu'on appelle les web components. C'est-à-dire que les données JSON, c'est à nous de prendre les données JSON avec du JavaScript et de les afficher quelque part dans la page, dans la partie index.html. Et donc, ça nous donne l'impression que la page change, qu'on a plusieurs pages dans un site, mais en réalité, une seule page. C'est à chaque fois que je clique, il y a quelque chose qui s'affiche, il y a quelque chose qui disparaît. Mais en réalité, tout ça, c'est le framework qui vous fournit un moteur de template qui permet facilement de structurer, de récupérer les données quelque part et de les afficher dans votre page. Alors donc, il y a un point clé du framework Angular, c'est d'abord ce qu'on appelle les web components. Alors donc ça c'est un terme dont on va revenir tout à l'heure. Alors un web component, si vous voulez, c'est tout simplement une partie d'une page. Un web component, c'est un petit composant d'une page. Ça peut être un formulaire, ça peut être une partie d'un formulaire, ça peut être un bouton avec une zone de texte, ça peut être un simple bouton. L'essentiel, chaque partie d'une page, chaque élément cohérent d'une page, donc généralement, c'est ce qu'on appelle un web component. C'est un composant web. Et donc, historiquement le framework Angular existait depuis très longtemps. Bon, ça existait même avant React, ça fait longtemps. Il y avait la version AngularJS, donc qui existait à l'époque. C'était le premier framework AngularJS, c'était le premier framework qui a créé un moteur de template côté JavaScript qui est très, 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 très impressionnant et que les entreprises utilisaient dans les architectures. Donc, c'est-à-dire AngularJS, il était dans quasiment le standard. C'était le framework des applications web de l'époque. Alors, sauf qu'à l'époque, donc AngularJS, c'est un framework d'abord qui est basé sur le pattern MVC, côté client. Bon, MVC, donc je rappelle, c'est Model View Controller. Donc, c'est-à-dire, c'est à peu près ce qu'on fait avec Spring MVC côté serveur. On le fait avec AngularJS côté client.
Donc, il y a toujours un contrôleur, il y a le modèle, il y a les vues. Et puis, en fait, pour développer des applications Angular JS, bah forcément, on utilisait du JavaScript natif. Et c'était ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que JavaScript, c'est un langage natif. C'est un langage qui n'est pas structuré. C'est-à-dire, c'est un langage qui n'est pas typé. On déclare pas les types de données. Avec du JavaScript classique, c'est très difficile d'implémenter les design patterns. C'est-à-dire, avec JavaScript natif, vous n'avez pas le moyen de créer des classes, des interfaces. Vous avez des classes qui implémentent des interfaces, vous avez des méthodes abstraites. C'est-à-dire, si vous voulez implémenter les concepts fondamentaux de l'orienté objet avec du JavaScript natif, c'est compliqué. Donc, ce qui fait que pour développer des grandes applications avec du JavaScript natif, il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience. Donc, c'est-à-dire, vous allez écrire des codes qui sont très difficiles à structurer. Et donc, c'est la raison pour laquelle en fait, c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a un autre langage qui a été développé et qui permet de faciliter le développement des applications JavaScript. Alors, ce langage, c'est ce qu'on appelle TypeScript. Alors, en fait, TypeScript, c'est un langage qui a été développé, ok? Alors, je cherchais le terme. Donc, TypeScript, donc c'est un langage qui a été développé pour en fait faciliter le développement des applications JavaScript. Ça veut dire, au lieu d'écrire mon application avec du JavaScript, je vais l'écrire avec TypeScript. Bon, syntaxiquement, c'est presque la même chose, c'est-à-dire c'est le même syntaxe, sauf qu'avec TypeScript, on peut créer des classes, des interfaces, on peut implémenter les concepts orientés objets. Donc, c'est-à-dire, c'est à peu près, c'est comme si vous travaillez avec un langage structuré comme Java ou bien comme C Sharp. Et donc, si on travaille avec du TypeScript, c'est plus facile de structurer, bien sûr, d'implémenter les patterns. Et donc, mais par contre, quand vous écrivez votre application avec TypeScript, et il sera compilé, il va être traduit en JavaScript. C'est-à-dire, en réalité, vous écrivez du TypeScript, mais l'application, il va être transpilée en JavaScript. Donc, c'est-à-dire, le produit final, c'est du JavaScript qui va être utilisé. Et donc après, en fait, l'avènement de HTML5, c'est-à-dire, vous savez, vous en rappelez pas parce que il y a HTML4 au début, mais d'un certain temps, donc il y avait le HTML5. Et HTML5, il avait apporté quelque chose de nouveau par rapport à HTML4 qui existait avant. Parce qu'en fait, AngularJS existait dans l'époque de HTML4, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que HTML5 a apporté? Il a apporté ce qu'on appelle la notion des web components. C'est les composants web. Bon, la notion de web component, ça n'existait pas dans HTML4. Donc, autrement dit, dans HTML5, il est possible de créer un composant réutilisable. Bon, c'est quoi un composant? Un composant, c'est une partie d'une page dans laquelle il y a la partie HTML et il y a la partie JavaScript. Et tout ça, on peut le réunir dans un seul composant. Une fois que je crée le composant, je peux l'utiliser dans plusieurs pages. C'est-à-dire, l'idée principale, c'est au lieu de créer une page toute entière avec du pur HTML, ben, on va dire notre page, c'est un ensemble de composants. Et comme vous créez des petits composants, c'est plus simple de structurer la page si vous voulez. Donc HTML5, il a apporté à la notion des web components. Et donc la notion de web component est un nouveau concept à l'époque. Et donc tous les frameworks JavaScript qui existaient, ils vont réécrire leur framework pour exploiter l'architecture, les web components. Alors c'est la raison pour laquelle en fait Google, parce qu'en fait Angular, donc je l'ai pas dit, mais c'est un framework qui est développé par Google. AngularJS. Donc Google, donc il a développé une nouvelle version qui s'appelait Angular 2 au début. Il avait appelé Angular 2, mais tout court après, bon, il a porté le nom Angular. Donc rappelez-vous bien, AngularJS, c'est l'ancienne framework qui est basé sur MVC. Mais Angular, c'est la version de AngularJS, mais qui est basée d'abord sur les web components. Donc ici, les web components. Et en même temps,
pour développer les applications Angular, on va pas utiliser des JavaScript, mais on va utiliser du TypeScript. Alors normalement, d'autres frameworks comme React, ils vous donnent le choix. Vous pouvez développer soit avec du JavaScript, soit avec TypeScript. Ben, Angular, non, c'est du TypeScript. Parce qu'en fait, lui, il est basé sur, on va voir tout à l'heure, c'est un framework qui est basé sur l'injection des dépendances. Et le terme injection des dépendances, c'est quelque chose que vous connaissez, qui existe en fait dans Spring. Et donc, on a besoin d'avoir une application qui est basée sur si vous voulez, c'est-à-dire les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Donc, on va utiliser TypeScript. Donc, Angular, donc, c'est un framework qui est basé sur les web components. En fait, et les web components sont basés sur un pattern. Le pattern s'appelle MVVM. MVVM, c'est modèle view model, en quelque sorte. Bon, l'idée principale, c'est quoi? Le modèle, c'est quoi? C'est une classe dans laquelle on va structurer les données, on va déclarer les données qui vont s'afficher au niveau du composant. Et puis la vue, c'est la partie HTML et CSS qui permet d'afficher ces données. Bon, c'est-à-dire d'un côté, vous avez une classe dans laquelle on déclare les données, et vous avez la vue, c'est la partie HTML qui permet d'afficher ces données. Et puis donc la vue et le modèle sont liés par il y a un lien entre le modèle et la vue. Ils sont liés par un mécanisme qui s'appelle le data binding. Alors, data binding, c'est l'idée principale du data binding, c'est tout simplement data binding, c'est de faire le lien entre quelque chose qui va être affiché dans la vue avec une variable qui se trouve dans le modèle. On fait un lien de façon à ce que quand la variable change, automatiquement la vue est mise à jour. Et quand je vais saisir quelque chose dans la vue, quand je modifie une zone de texte, automatiquement la variable du modèle va changer. C'est-à-dire il y a un lien réactif. Alors ça veut dire quoi réactif? Ça veut dire je n'ai pas besoin de faire rafraîchir ou bien de cliquer sur un bouton. Il suffit donc que la donnée change automatiquement il est mis à jour. Donc d'ailleurs je n'ai pas dit tout à l'heure, il y a en fait Angular, c'est Single Page Application et le terme c'est réactif. Donc, c'est-à-dire, c'est un framework réactif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès que les données changent dans le modèle, automatiquement, la vie se rafraîchit. Donc, on n'a plus besoin de faire des refresh. Ce n'est pas dans le modèle rendu HTML côté serveur, comme avec TeamLeaf. C'est que à chaque fois, si vous voulez que la page change, il faut cliquer sur un bouton ou bien faire un refresh pour pouvoir, si vous voulez, actualiser. Alors que dans les applications Angular, c'est des applications réactives. Ok. Donc, Angular, donc, il y a deux choses principales. Il est basé sur les web components. Et puis, donc, pour développer les applications Angular, on va utiliser du TypeScript. Et puis, par la suite, depuis la version 2, quasiment chaque 4 mois, 6 mois, il y a une version de Angular qui est créée. C'est un framework qui a beaucoup évolué. Donc, la version 16 aujourd'hui, je pense qu'il y a la version 22. Donc, c'est-à-dire, c'est un framework qui a gardé le socle de base. C'est toujours Angular. Angular 2 jusqu'à 22, c'est toujours Angular. Mais d'une version à l'autre, il y a des petites améliorations qui se font, mais l'architecture, ça reste toujours la même. Donc tout à l'heure, je vais vous parler un petit peu d'un certain nombre de changements qui ont été apportés, surtout à partir de la version 14. Donc voilà, donc comme je disais, donc pour développer les applications Angular, on va écrire l'application avec du TypeScript, ok? Bon, TypeScript, si vous voulez, c'est le futur du JavaScript en quelque sorte. Bah, pourquoi c'est le futur de JavaScript? Parce que euh, c'est-à-dire, bon d'ailleurs, la personne qui a développé TypeScript, c'est celui qui a développé le langage C Sharp, c'est chez Microsoft. Donc c'est-à-dire, c'est presque dans cette même logique. Mais on estimait que le JavaScript lui-même, il devrait changer. Il devrait évoluer vers avec la même syntaxe du TypeScript, parce qu'on voyait que TypeScript, c'est le futur du JavaScript. C'est-à-dire qu'un jour, du JavaScript, ça va être avec la même syntaxe du TypeScript. Mais bon, donc, bon, bien sûr, les navigateurs web ne supportent pas TypeScript. C'est-à-dire, un browser, il ne supporte pas TypeScript. Donc, les browsers supportent que du JavaScript. Donc, ça veut dire que votre application doit être transpilée ou bien compilée en JavaScript.
Donc, c'est un langage qui est typé, orienté objet, structuré, avec lequel on peut facilement développer des applications. Alors, maintenant, pour développer une application Angular, bon, vous aurez besoin d'abord d'installer Node.js. Alors, Node.js, donc, c'est un outil que tout le monde utilise. Donc, une fois que vous installez Node.js, dans votre machine, vous allez avoir une commande npm. Alors, npm, c'est notre package manager. Alors, donc ça, c'est la première des choses que vous devrez avoir, c'est npm. C'est un outil, c'est quasiment obligatoire dans toutes les machines. Donc npm, c'est en fait c'est un outil de Node.js qui permet d'installer les packages, d'installer les dépendances dans un projet JavaScript. Si vous voulez, npm c'est à peu près l'équivalent de Maven pour le langage Java. Et donc vous allez regarder la version de votre npm. Une fois que vous avez npm, on va installer Angular CLI. Donc Angular CLI, c'est Command Line Interface. C'est un ensemble d'outils de Angular qui permettent de faciliter le développement, les tests et le déploiement des applications Angular. Bon, c'est des commandes. Donc pour installer Angular CLI, donc on va utiliser la npm install. -g, ça veut dire on va l'installer de manière globale, une fois pour toutes, dans la machine. Et c'est quoi la librairie? C'est Angular CLI. Bon, forcément, npm, il va se connecter à Internet, il va vous installer dans votre machine Angular CLI. Une fois que Angular CLI est installé, eh bien, vous tapez tout simplement la commande ng. Et si vous regardez la version, vous allez voir, par exemple, ici, donc ça, c'est ng version 17. Si vous le faites aujourd'hui, vous allez peut-être voir c'est 22, je pense. Mais en tout cas, donc, vous avez besoin d'installer Angular CLI. Donc, une fois que Angular CLI est installé, donc on aura besoin donc de créer un projet Angular. Et donc, pour créer un projet Angular, on va utiliser ng. C'est Angular CLI. New. Et on va spécifier l'application, le nom de l'application. Alors, si vous mettez par exemple ng new my app, alors ng, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous créer un dossier my app. Après, il va se connecter à Internet, il va télécharger des fichiers qu'il va vous placer dans my app. C'est-à-dire, il va vous générer le squelette de base d'une application Angular. Et après, c'est à vous de la compléter. Par exemple, si vous voulez tester votre application, vous allez utiliser tout simplement, par exemple, cd, vous allez vous positionner dans le dossier de l'application. Et puis, vous mettez la commande ngserve. Alors, ngserve, ça permet de tester l'application. Qu'est-ce qu'il fait ngserve? Il fait ngbuild parce qu'il va d'abord compiler, il va compiler TypeScript en JavaScript, il va réunir tous les fichiers HTML en un seul fichier HTML et tous les fichiers JavaScript en un seul fichier JavaScript. C'est-à-dire, en quelque sorte, une application Angular à la fin, c'est quoi? C'est index.html plus un fichier JavaScript plus un fichier CSS. Bon, généralement, c'est ça le front-end web, n'est-ce pas? Alors, sauf que, mais quand vous regardez votre projet, vous allez trouver il y a plein de fichiers .TypeScript, donc parce que vous avez écrit composant par composant, et donc c'est un Angular CLI qui va compiler, qui va faire ce qu'on appelle le Webpack. Il va faire tout ça, il va le packager dans un seul bundle, etc. Donc ça c'est quelque chose. Et ngserve, qu'est-ce qu'il fait? Après, il démarre un serveur local, Node.js, sur le port 4200. Donc, si vous tapez localhost 4200, vous allez voir, en fait, il y a quelque chose qui va s'afficher dans votre application. Et bien, qu'est-ce qui s'affiche? C'est index.html. Et index.html, qu'est-ce qu'il fait? Ben, index.html qui s'affiche par défaut, il va vous afficher quelque chose. Et tout ce que vous voyez là, dans la page, c'est un web component. Le premier web component qui va s'afficher, c'est ce qu'on appelle app component. Bon, app component, c'est le composant principal. Mais à l'intérieur de app component, je peux par exemple créer un autre composant. Par exemple, cette partie-là, c'est un web component, par exemple. Par exemple, cette barre de tool, c'est un web component. Et par exemple, cette ligne, c'est un web component, etc. Donc, je peux structurer chaque partie de la page, je peux la structurer sous forme des composants. Et l'une des bonnes pratiques dans le développement du front-end,
que ça soit web ou bien mobile. Alors, dans les applications mobiles, on utilise le terme avec Flutter widget. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, des widgets, c'est des composants. Et donc, on va essayer, en fait, de structurer tout ça sous forme de web components. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, maintenant, on va essayer de voir l'architecture de l'application. C'est-à-dire, on va regarder la structure d'un projet Angular. Alors, une autre chose qui peut-être qu'il faut signaler, c'est juste, en fait, Angular, c'est un framework depuis qu'il a été créé, depuis la version 2 jusqu'à la version 14. Donc, depuis la version 2 jusqu'à la version 14, c'est un framework qui est basé sur les modules. C'est-à-dire quoi? Quelle la notion de module? Vous savez, pour les grandes applications, par exemple pour une application de e-commerce, pour développer une application de e-commerce, par exemple pour la gestion des clients, on va créer un module. Pour la gestion des produits, c'est un module. Pour la gestion du stock, c'est un module. Pour la facturation, c'est-à-dire généralement, l'architecture de Angular, elle est basée sur la notion de module. C'est-à-dire, il vous pousse, il vous oblige au début à structurer votre projet sous forme de module. Parce que Angular, il a été créé, c'est pour créer des grandes applications web, de manière générale. Et donc, depuis la version 2 jusqu'à la version 14, vous êtes obligé d'utiliser au moins un module dans votre application. C'est-à-dire que quand vous créez une application Angular, vous avez un module. Donc, c'est-à-dire même si vous ne voulez pas utiliser la notion de module, eh bien, vous êtes obligé d'utiliser un module. Et le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, ce n'est pas le cas pour, par exemple, le framework React. React, il n'y a pas la notion de module. Avec React, on crée directement les web components. Alors que dans Angular, il faut créer les modules, mais à l'intérieur des modules, on crée les web components. C'est comme c'est une structuration comme ça. Alors, sauf que c'est une pratique qui a été critiquée par les développeurs, surtout qui crée en fait qui crée des petites applications. Parce que quand on crée une petite application web, on n'a pas forcément d'utiliser des modules. Donc, du coup, donc, on se retrouve avec des applications avec un seul module. Et quand vous avez une application qui est web Angular qui contient un seul module, bah, on va se poser la question à quoi sert donc le module? Le module, si vous créez un seul module, la notion de module ne sert à rien. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, à partir de la version 14 de Angular, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle les standalone components. Standalone components, c'est-à-dire c'est les composants que vous pouvez créer sans passer par les modules. C'est-à-dire que ce n'est qu'à partir de la version 14 qu'il est possible de créer une application Angular sans utiliser les modules. C'est-à-dire vous avez le choix soit d'utiliser les modèles, soit de ne pas utiliser les modules. Et donc, ça continue comme ça jusqu'à la version 17. Et à partir de la version 17, quand vous créez un projet par défaut, il n'y a pas de module. C'est-à-dire que Angular, il suppose que c'est-à-dire l'orientation, c'est de créer des applications sans la notion de module. Mais le problème, c'est que si aujourd'hui vous travaillez dans un projet en entreprise, vous allez trouver parfois, par exemple, des applications développées avec Angular 12 ou bien 13 ou bien 14 qui utilisent des modules. Donc, ce qui fait que, en termes d'apprentissage, il est très important de faire les deux. C'est-à-dire de comprendre d'abord l'architecture de l'application avec module. Et si vous avez compris l'architecture avec module, et bien sans module, vous supprimez le module et après tout le reste, c'est pareil. Donc, si vous travaillez avec les versions 17, 19, 21, etc., 22, ben vous allez voir que quand vous créez une application comme ça, vous allez la version sans module. Mais si vous voulez créer la version avec module, ben vous ajoutez un flag. Alors vous mettez un flag ici de double tiret et vous mettez no standalone component. No standalone. Comme ça. Bon, c'est un flag. Donc vous allez le trouver dans votre C++. Alors si vous ajoutez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux créer une application avec module, c'est-à-dire l'ancienne architecture. OK? Alors ça, c'est juste une petite indication. Alors, maintenant, si on regarde la structure d'un projet Angular qui est généré, donc on peut dire que une application Angular, c'est une application Node.js. Oui, merci. C'est très gentil. Donc voilà, alors maintenant,
si vous voulez, une application Angular, c'est une application Node.js. Et une application Node.js, c'est une application qui contient un fichier qui s'appelle package.json. Alors, vous voyez donc package.json, bon, c'est un fichier dans lequel vous allez trouver les dépendances. Alors, le fichier package.json, c'est à peu près le fichier pom.xml d'une application Java, d'une application Maven. Donc, toutes les dépendances que vous utilisez dans un projet Node.js se trouvent dans le fichier package.json. Alors, généralement, en fait, toutes les librairies, toutes les dépendances que vous déclarez dans package.json sont téléchargées par npm. Et d'ailleurs, si vous voulez installer les dépendances dans un projet Node.js, on utilise la commande npm et après npm install. npm install, ça permet donc de lancer. Qu'est-ce qu'il fait npm install? Ben, il va se connecter à Internet, il va lire d'abord le fichier package.json, il va regarder les dépendances, il se connecte à Internet, il télécharge les dépendances. Et puis toutes les dépendances d'un projet Node.js sont chargées dans un dossier que vous voyez ici, qui s'appelle Node Module. Donc ce dossier Node Module, c'est un dossier qui contient beaucoup de fichiers. Bah, c'est toutes les dépendances, les JavaScript, des CSS, etc. C'est un dossier, ça sert à rien de le copier parce que c'est un fichier qui est tellement lourd, c'est un dossier qui contient beaucoup de fichiers. Il faut jamais essayer de copier ça dans une clé ou des trucs comme ça parce que vous allez rester beaucoup de temps. Ou bien si vous voulez prendre votre projet, ben vous prenez votre projet sauf le dossier Node module parce que de toute façon ça sert à rien de copier le Node module. Vous allez vers n'importe quelle machine, vous tapez npm install et rapidement il va vous installer les dépendances. Et d'ailleurs, quand vous faites git push, quand vous faites commit et push, généralement, vous allez pousser tous les fichiers, sauf le dossier Node module, c'est un dossier qui est ignoré. Donc, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez lourd. Donc, maintenant, après le reste du code de l'application, il y a le dossier source. Alors, le code source de l'application se trouve dans SRC. Et il y a plein de fichiers. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre à peu près ça. Le fichier, donc le fichier principal de l'application, c'est celui que vous voyez là, c'est index.html. Donc à chaque fois, quand vous tapez par exemple localhost comme ici, quand vous tapez localhost 4200, ce qui s'affiche là, c'est index.html. Alors maintenant, si vous voulez comprendre à peu près l'architecture, voilà ce qui se passe. C'est que quand vous lancez votre navigateur web, le premier fichier qui s'affiche, c'est index.html. Et index.html, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord charger le framework Angular. Donc, il charge le framework Angular. Et le framework Angular, c'est une librairie JavaScript. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire Angular? Angular va commencer à exécuter d'abord un fichier. Le premier fichier qui va s'exécuter s'appelle main.ts. Alors, main.ts, TS, ça veut dire TypeScript. Donc, c'est le point d'entrée de l'application. C'est-à-dire le premier fichier qui s'exécute, c'est main.ts. Et si vous regardez le main.ts, qu'est-ce que vous allez trouver? Ben, vous allez trouver que main.ts, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une seule chose principale, c'est qu'il va charger un module, le premier module de votre application. Et le module principal s'appelle AppModule. Et AppModule, c'est ce que vous voyez dans ce fichier-là. Alors, je suppose que l'application, c'est une application qui utilise un module, mais si vous n'utilisez pas de module, donc tout simplement, il n'y a pas de module. Donc, main.ts, il va charger le module. Et le module lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Le module, il va charger le web component. Il va charger un web component, les rois app component. Et app component, c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire, c'est ces fichiers-là. Parce qu'en fait, un web component, il y a la partie modèle, il y a la partie TypeScript, il y a la partie CSS, il y a la partie HTML. C'est-à-dire, dans la pratique Angular, les choses sont structurées. On ne va pas mélanger. On ne mélange pas la logique UI avec la logique applicative. Ce n'est pas comme par exemple avec React. Avec React, quand vous créez un web component, vous écrivez du HTML mélangé avec du JavaScript dans le même web component. Et donc, au début, ça peut sembler c'est plus simple, c'est plus facile à faire, mais dès que vous commencez à créer une grande application, vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas forcément une bonne pratique. Et après, vous allez chercher à utiliser des techniques qui permettent un petit peu, on va dire, de
de séparer les éléments. Alors en tout cas, donc le web component, on va voir qu'un web component, généralement, à chaque fois que vous générez un web component, il vous génère 4 fichiers. Il y a la partie HTML du composant, il y a la partie TypeScript, TS, du composant, il y a la partie CSS du composant, et puis il y a un fichier qui porte l'extension .spec.ts, c'est pour les tests unitaires. Parce que dans la pratique de l'ingénierie logicielle, à chaque fois que je crée un web component, c'est un petit composant, il faut le tester. Et donc, avec Angular, vous avez un fichier .spec.ts dans lequel vous allez trouver la structure d'un test unitaire. Alors, au début, donc, les tests unitaires, donc, vous les ignorez souvent, tout simplement parce que vous avez envie juste de maîtriser un peu comment travailler avec le framework. Mais quand vous serez dans un projet professionnel, on va vous demander ça, c'est que chaque composant créé, il faut lui rédiger un test unitaire qui prouve que ce composant marche. Et donc ça, c'est pour cela que quand vous générez un composant, il vous génère souvent ce fichier aussi spec.ts. Bon, généralement, il y en a beaucoup qui l'ignorent complètement, mais sachez que c'est un fichier qui va servir pour rédiger le test unitaire. Alors, si vous voulez un web component, vous voyez donc app component, c'est ce que vous voyez ici. D'avoir app component, c'est ce que vous voyez dans ces 4 fichiers. Bon, les web components, sont basés sur le pattern MVVM. Modèle, view, modèle. Alors, le modèle, c'est quoi? C'est une classe TypeScript dans laquelle on va déclarer les données, les variables, les données que je vais afficher dans la partie view. Alors, forcément, la partie view, c'est la partie HTML et CSS. Et généralement, tout ce qui s'affiche dans la vue, c'est des données qui se trouvent dans le modèle. Quand je clique sur un bouton dans la vue, je fais appel à des fonctions qui sont dans le modèle. Et quand il y a une variable qui change dans le modèle, automatiquement la vue se rafraîchit, c'est-à-dire se met à jour. Donc, c'est-à-dire, si je change des variables dans le modèle, la vue change. Et si je saisis des données dans la vue, automatiquement le modèle change. Ça veut dire qu'il y a un lien il y a bien un lien entre le modèle et la vue. Alors, ce lien, c'est ce qu'on appelle le data binding. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer l'un des points forts, en fait, de Angular, c'est justement c'est ce data binding. Il permet de faciliter le lien, de faire le lien entre les données et la vue, de manière générale. Alors, en fait, le data binding, d'ailleurs, vous allez voir que Angular, généralement, il est basé sur un pattern qui est très connu qui s'appelle Observer. Alors, le pattern Observer, c'est un pattern qui est très connu dans l'ingénierie logicielle. Le principe, c'est très simple. Juste, le pattern Observer, c'est quoi? C'est que vous avez un objet qui s'appelle Observable. Par exemple, par exemple, je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine de la recherche de l'emploi, par exemple. Je reçois des informations sur les offres d'embauche, hein, c'est-à-dire j'ai un moyen de recevoir des données. Ok? Et donc, moi, je reçois des données. Et vous, par exemple, vous êtes à la recherche de l'emploi et donc vous vous intéressez aux offres dont je dispose. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devenir ce qu'on appelle des observers, un observateur. Et c'est quoi un observer? Donc, observer, pour devenir un observer, vous allez tout simplement faire un subscribe chez moi. Subscribe. Avec le terme subscribe, ça veut dire quoi? Quand vous faites un subscribe chez moi, ça veut dire que moi, j'ai une liste des subscribers. C'est une liste des adresses. Subscribe, ça veut dire vous me donnez votre adresse, votre numéro de téléphone, par exemple. Donc, j'ai moi une liste des observateurs. Et moi, je suis ce qu'on appelle observable. Donc, je suis l'observable et vous êtes les observers. OK? Observers. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous faites subscribe, ben, vous êtes libre. Dès qu'il y a quelque chose qui change chez moi, dès qu'il y a une information qui change, je vous envoie des notifications. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui change, vous allez recevoir une notification, vous allez prendre la notification et vous allez vous mettre à jour. Donc, ça veut dire, c'est à peu près ça, le pattern observer. Et donc, ce pattern observer, c'est celui qui est utilisé généralement dans le data binding, parce que d'un côté, vous avez une variable V, ici, vous avez un texte T, une zone de texte,
Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est de faire le lien entre cette variable et cette zone de texte. Bah, techniquement parlant, c'est quoi? C'est que la zone de texte, si la zone de texte fait un subscribe vers la variable, ça veut dire que si la variable change, la zone de texte va changer. N'est-ce pas? هذا كيتسمى data binding dans ce sens. C'est-à-dire si la zone de texte fait un subscribe vers la variable. Ou le data binding dans l'autre sens, c'est-à-dire quoi? C'est que la variable elle-même, elle fait un subscribe vers la zone de texte. C'est-à-dire si la zone de texte change, la variable également va changer. C'est ce qu'on appelle un two-way binding, c'est-à-dire un binding bidirectionnel. C'est-à-dire ce data binding, il peut se faire soit dans ce sens. Ça veut dire quoi? Si la variable change, la zone de texte va, plutôt la vue va changer. Ça peut se faire dans ce sens. C'est-à-dire quand je clique sur un bouton, je fais appel à une fonction. Ou ça peut se faire dans les deux sens. Par exemple, une zone de texte, si je change la valeur de la zone de texte, la variable va changer. Et si je change la variable, la zone de texte va changer. Mais tout ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, vous voyez donc, le slide, il est très important parce qu'il vous montre l'architecture d'une application Angular. OK? Alors maintenant, si vous utilisez une version sans module, vous allez supprimer ça, le module, et vous allez garder app component. C'est-à-dire, la version sans module, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, si vous voulez, main.ts, il va démarrer directement. C'est lui qui démarre directement app component sans passer par le module. Bon, c'est ça la différence entre la version module et la version sans module. Mais au niveau de la structure, vous allez voir, il y a une différence. Il y a des fichiers qui apparaissent et dans l'autre structure, il n'y en a pas. Mais ça, c'est des choses que vous devrez connaître. Alors, en plus de tous ces fichiers-là, vous allez trouver un fichier de configuration de Angular. Bon, c'est Angular JSON. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir après. Mais globalement, c'est les éléments de base. Alors, maintenant, si vous voulez, si vous regardez le code source de chaque élément, si vous regardez index.html, vous allez trouver ça. Vous allez trouver une page HTML, rien de spécial, qui ne change rien, qui ne change jamais. Cette page, vous n'avez pas besoin de la toucher. Vous voyez donc, c'est une simple page HTML dans laquelle vous allez afficher un web component. Vous voyez donc, le web component s'appelle AppRoot. Et justement, AppRoot, c'est quoi? C'est celui-là. App component. Donc, c'est-à-dire tout simplement dans index, on va afficher app component. Et maintenant, donc là, il faut jamais le toucher. Donc, c'est un fichier qui est comme ça toujours. Et puis, vous avez le module. Alors, c'est plutôt main.ts. Alors, si vous regardez le fichier main.ts, vous allez trouver une seule chose principale. C'est Platform Browser Dynamic, Bootstrap module, App module. C'est-à-dire tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Main.ts, il démarre juste un module. Et notre module s'appelle app module. Donc, il démarre le module, c'est ce que je viens de vous dire ici. Ouais, donc main.ts, il démarre app module. Alors, pour le reste, la même chose, ce fichier-là, généralement, il faut jamais le toucher. Donc, souvent, il est resté comme ça. Et puis, maintenant, le module. Alors, si vous regardez le module, en fait, un module Angular, c'est une classe TypeScript. Vous voyez donc ici, classe app module. Alors, ici, donc ça, c'est la classe. Alors, dans TypeScript, généralement, on utilise le mot-clé export. Alors, quand vous voyez export class ou bien export une variable ou là, ça veut dire quoi? Export, ça veut dire on peut l'importer, tout simplement. C'est-à-dire, quand vous déclarez une classe avec le mot-clé export, ça veut dire on peut l'importer dans un autre module, on peut l'importer dans un autre fichier. Bon. Alors, donc, un module, c'est une classe, vous voyez, app module, qui utilise le décorateur ng module. Alors, la notion de décorateur, c'est quelque chose qu'on utilise dans TypeScript. C'est à peu près l'équivalent des annotations dans Java. Okay? Donc, ng module, c'est un décorateur qui permet de marquer une classe comme étant un module. Et bien sûr, dans un module, il y a les déclarations. Dans la partie déclaration, on déclare les web components. C'est-à-dire tous les web components d'un module, ils doivent être déclarés ici. Et ça, c'est un peu lourd dans la version module, c'est qu'à chaque fois que vous ajoutez un web component, il faut dire que ce web component appartient à ce module. Donc, ce qui fait que ici, vous allez trouver à un moment donné des virgules ici. Chaque composant que vous créez, il va être
déclaré dans la partie déclaration. Vous n'allez pas le faire manuellement parce que vous allez voir, quand vous tapez la commande ng generate component, il vous génère le composant, mais en même temps, il le déclare dans cette partie-là. Et puis donc, dans la partie imports, on peut importer d'autres modules parce qu'en fait, dans un module, on a besoin d'importer d'autres modules, donc on va les importer ici. Chaque fois, par exemple, HTTP client module ou forms module, donc c'est des modules qu'on peut importer à chaque fois qu'on en a besoin. Alors, dans la partie providers, on déclare ce qu'on appelle les services. Alors ça, je vais en parler tout à l'heure. C'est que Angular, c'est un framework qui permet de séparer la logique UI avec la logique applicative. C'est-à-dire on sépare la partie user interface avec les traitements. Et les traitements, généralement, sont créés dans ce qu'on appelle des services, exactement comme Spring. Ouais, donc dans Spring, vous avez la couche repository, vous avez la couche service et vous avez la couche contrôleur, ou bien la couche web. Donc c'est pareil, dans une application Angular, tout ce qui est les traitements, les fonctions qui permettent d'aller vers le backend, de chercher les données, etc., c'est des traitements qu'on fait dans des classes spécifiques qu'on appelle les services. Et généralement, quand on développe des services, il faut les déclarer dans la partie providers. Et puis donc, vous avez ici Bootstrap. Bootstrap, ici, vous voyez App Component. Ici, vous avez un ensemble de composants. Ici, dans Bootstrap, on spécifie ce qu'on appelle root component. Et root component, dans notre cas, c'est App Component. C'est-à-dire qu'il est le composant qui va être chargé en premier lieu. Parce que généralement, tout ce que vous voyez dans une page, c'est une hiérarchie de composants. C'est-à-dire, vous voyez donc un composant principal, lui-même, qui contient d'autres composants, etc. Donc, c'est comme ça, Alors, bon, donc, هذا, c'est un fichier. Si vous utilisez la version avec module, de temps en temps, vous allez venir vers ce fichier-là pour déclarer un service ou bien pour faire des petites choses. Mais si vous utilisez la version sans module, ben, ce fichier n'existe pas parce qu'il n'y a pas de module, donc vous n'avez pas besoin de faire ça, tout simplement. C'est-à-dire, dans les versions actuelles, la notion de module n'a pas d'intérêt, si vous voulez. Pourquoi ça n'a pas d'intérêt? Parce que vous savez que, en fait, on va dire la tendance, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les micro-frontends. Vous savez, donc j'avais déjà parlé, si vous vous rappelez, des architectures microservices. Alors, côté backend, les architectures microservices, c'est ce qui est très maintenant mature. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des architectures microservices côté backend. Ça veut dire quoi, architecture microservice? Par exemple, pour la gestion des clients, je crée un microservice. Pour la gestion des produits, un microservice. Pour les commandes, un microservice. Ça, on le fait en backend depuis très longtemps. Mais le problème, c'est que quand vous adoptez une architecture microservice, côté backend, mais côté front-end, l'équipe front-end, il n'y a pas de microservice. Il y a une application monolithe. C'est-à-dire, il y a un seul front-end pour l'ensemble des microservices. Et donc, ça veut dire que si vous créez un seul front-end pour l'ensemble des microservices, donc ça veut dire que dans votre front-end, vous allez gérer les clients, vous allez gérer les commandes, vous allez gérer, etc. N'est-ce pas? Et les produits, tout ça. Et là, vous avez besoin des modules. Parce que si vous n'utilisez pas la notion de module, c'est difficile de structurer votre projet. Mais depuis quelques années, en fait, il y a des frameworks. Les frameworks se sont développés vers ce qu'on appelle les micro-frontends. Et donc, si vous utilisez l'architecture micro-frontend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la gestion des clients, j'ai un microservice backend, j'ai un front-end pour la gestion des clients. Donc, par exemple, l'équipe qui va développer le microservice gestion des clients, ils vont créer le microservice backend client, ils vont créer le microservice front-end pour la gestion des clients. Et dans le front-end, ils vont utiliser le framework qu'ils veulent, par exemple Angular. L'équipe qui va travailler la gestion des commandes, il va créer le microservice backend avec Spring et le microservice front-end de la gestion des commandes avec React. Il n'y a pas de problème. Ceux qui vont travailler la gestion des produits, ils vont travailler avec, par exemple, Node.js, et avec le micro-frontend, c'est Vue.js. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si on a la notion de micro-frontend, c'est que chaque module, ça peut être un micro-frontend. Et puis, il y a un framework qui permet de réunir l'ensemble des micro-frontends au sein d'une même application. Donc, les architectures micro-frontend. Et comme la majorité c'est-à-dire la tendance
Parce que Microsoft, les frameworks micro front-end, c'est-à-dire, ce n'est que ils sont très récents. Ça fait 2, 3 années que les frameworks deviennent plus performants. Front-end. Mais côté back-end, non. Côté back-end, la notion de microservice, ça fait plus d'une dizaine d'années que les entreprises utilisaient donc ce mécanisme. Et donc, voilà la raison pour laquelle l'utilisation des modules n'est pas forcément aujourd'hui un bon choix. C'est pas recommandé d'utiliser les modules, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas recommandé que vous ne devrez pas les connaître. Parce que dans la majorité des cas, je trouve toujours des projets de fin d'études dans lesquels on leur demande de travailler sur des projets Angular 12 ou Angular 14 avec des modules, tout simplement parce qu'il y a un héritage. C'est quelque chose. Si vous avez une ancienne architecture avec modules, eh ben vous allez travailler avec des modules. Bon. Alors maintenant, si vous regardez la partie HTML, le App Component. Maintenant, vous voyez donc ici App Component, on va regarder ce qu'il y a. Il y a 3 fichiers. Et donc, il y a dans App Component, vous avez 4 fichiers en principe, comme je viens de vous dire. Alors, vous avez la partie HTML. Ça, App Component.html, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez donc dans la partie HTML, on voit que du HTML. Et puis, on va afficher des données. Mais par exemple, ici, title, c'est une variable. C'est une variable qui est déclarée dans la partie TypeScript. Donc ici, vous avez la partie appComponent.ts. Ici, donc, c'est appComponent, c'est une classe dans laquelle je déclare la variable title. Et donc, pour faire un lien data binding, pour afficher la valeur de la variable title, on va utiliser title entre double accolade. Alors ça, c'est ce qu'on appelle string interpolation. On va y revenir tout à l'heure. Mais en réalité, ce que vous êtes en train de faire là, c'est que vous êtes en train de faire un data binding entre ce que vous allez afficher là et cette variable ici. Ça veut dire que si la variable change, automatiquement, le texte va changer. Alors, pour qu'une classe TypeScript soit un web component, on utilise un décorateur component ici. Alors, c'est un component. Alors, un component, il a un selector. Donc, je n'ai le selector. Regardez. Selector, c'est le nom de la balise que vous allez utiliser pour afficher ce web component dans la partie HTML. Alors d'ailleurs, vous voyez ici, ça s'appelle AppRoot. Alors AppRoot, on l'a vu tout à l'heure, si vous vous rappelez. Dans index.html, vous avez ici AppRoot. Donc c'est-à-dire, si vous tapez la balise AppRoot/AppRoot, vous êtes en train d'afficher tout simplement ce composant. Vous l'affichez dans la partie HTML. C'est-à-dire, c'est à vous de spécifier la balise que vous voulez utiliser pour afficher le composant. Et puis, vous avez template URL dans laquelle on spécifie où se trouve la partie HTML, c'est-à-dire c'est un lien vers ce fichier ici. Et vous avez style URL pour faire un lien vers le CSS. Ici, c'est le fichier, la partie CSS. Ça, c'est le fichier que vous voyez ici. Et donc, si vous voulez, voilà donc les 3 fichiers principaux. Il y a la partie TypeScript, la partie HTML, la partie CSS. Alors, le fichier CSS, ça va servir pour déclarer des styles CSS uniquement pour ce composant. Alors, sachant que dans votre projet, vous avez un fichier qui s'appelle style.css. Vous voyez ici. Donc, le fichier style.css, c'est un fichier global. Si vous déclarez ici un style, des styles CSS, ça concerne tous les web components. Donc, si on veut déclarer un style qu'on va utiliser dans différents composants, ben, on le fait de manière globale ici. Mais généralement, pour déclarer des styles pour un composant uniquement, ben, on le fait dans son propre fichier. Vous voyez, donc ça, c'est comme ça. Et puis, vous avez le 4e fichier qu'on va rarement utiliser dans un premier temps. C'est le fichier .spec.ts. Donc, je rappelle. Donc, ce fichier-là, c'est pour le test unitaire. Donc, c'est-à-dire, c'est pour tester le composant. Il faut juste noter que avec Angular, vous avez une commande qui s'appelle ngTest. Si vous tapez ngTest, qu'est-ce qu'il fait? ngTest. Ng, il va chercher dans votre projet. À chaque fois qu'il trouve un fichier .spec.ts, il va l'exécuter. Et après, il va vous dire est-ce que le test passe ou bien il ne passe pas. Ça veut dire ngTest, il va exécuter tous les tests unitaires. Et ça, c'est très important. Alors, en fait, bien sûr, Angular utilise un framework pour les tests unitaires,
Donc c'est vrai qu'il a changé un peu, c'est-à-dire sa façon de faire les tests, mais il y a un framework qui est assez connu qui s'appelle Jasmine, qui est à peu près utilisé à l'époque pour faire les tests unitaires. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va pas aborder pour le moment. C'est-à-dire ce fichier-là, dans un premier temps, vous faites, c'est comme si ça n'existe pas. Mettez-vous dans la tête tout simplement, c'est un fichier qui va pas, qui n'est pas obligatoire, mais c'est un fichier que vous devrez connaître après. Parce qu'après, il faut rédiger des tests unitaires. Alors maintenant, l'architecture d'une application Angular. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'une application Angular, c'est une application euh, qui se compose de plusieurs modules. Donc, je suppose toujours que je suis dans la version module. Il y a au moins un module qui est App Module. Alors, dans chaque module, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les Web Components. Et c'est quoi les Web Components? C'est les composants web, c'est la partie qui s'affiche. Alors, par exemple, ici, donc les Web Components, le premier Web Component qui va s'afficher, c'est App Component. C'est ce que vous voyez ici. OK? Donc, App Component, c'est le premier fichier le premier composant qui s'affiche. Par exemple, ici, vous voyez donc ce que vous voyez là. Donc, vous voyez, donc C1, c'est Root Component, c'est-à-dire c'est celui-là. C1, c'est ce qui va s'afficher d'abord. C'est ce que vous voyez en jaune. OK? Mais à l'intérieur de C1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a C2, c'est en rouge. Il y a C3 et C4. Et à l'intérieur de C2, qu'est-ce qu'il y a? Il y a C5 et C6. C'est-à-dire ça, c'est C1. Qu'est-ce qu'il y a dans C1? Il y a C2, C3, C4. Et dans C2, il y a C5 et C6. Donc, c'est-à-dire ce que vous voyez là, ben, c'est une hiérarchie de composants. C'est un arbre de web component. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, index.html, c'est un arbre de web component. Et puis Angular, c'est lui qui va jouer sur ce DOM. C'est-à-dire, avec Angular, quand je clique sur un bouton, il y a un composant qui va disparaître, il y a un autre qui va apparaître à sa place, etc. Donc, c'est-à-dire, avec l'interactivité, on voit que la page change, mais en réalité, c'est une seule page. On fait que remplacer un composant par un autre et ça nous donne l'impression que c'est une application web avec plusieurs pages, mais c'est une single page application. Donc, les web components, c'est la partie UI, c'est la partie user interface. C'est la partie la plus importante parce que généralement, on va passer beaucoup de temps à écrire les web components, c'est partie UI, user interface. Alors maintenant, quand je clique sur un bouton, par exemple, quand je clique sur un bouton dans un composant, je veux faire un traitement. Et pour faire un traitement, ce n'est pas pratique d'écrire les traitements dans le composant lui-même, dans le web component. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à chaque fois que je clique sur un bouton, je fais appel à un service. Et c'est quoi un service? Un service, c'est une classe séparée, dans laquelle je peux mettre des méthodes qui vont être appelées par le composant. Et qu'est-ce qu'il fait le service? Le service, lui, généralement, c'est lui qui va envoyer des requêtes HTTP vers le backend, vers les web services. On va récupérer des résultats souvent qui sont au format JSON. Et puis, ces résultats-là, on va les retourner vers le web component qui va les afficher. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est communiqué avec le backend, aller vers un fichier ou là, aller vers je sais pas, par exemple, la local storage ou là, etc. On ne le fait pas dans le web component. On le fait dans le service. Donc, Angular, il est basé sur un principe qui est très important. C'est la séparation de la logique UI, User Interface, et la logique applicative. On ne mélange pas. Alors, si vous n'utilisez pas les services, qu'est-ce qui va vous arriver? Regardez. Supposons, si vous n'utilisez pas le service, supposons, quand je clique sur un bouton dans C4, je suis par exemple dans C4 ici, j'ai un bouton. En cliquant sur un bouton dans C4, je voudrais changer quelque chose dans C6. Ouais, donc je clique sur un bouton dans C4 et je voudrais changer quelque chose dans le composant C6. Et bien, si vous voulez faire ça, regardez, C4 ne peut pas communiquer directement avec C6. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, en cliquant sur un bouton dans C4, je dois envoyer un message vers C1. Et C1 va communiquer avec C2. Et C2 va communiquer avec
C6. C'est-à-dire, si vous voulez communiquer entre les web components, il faut passer par la hiérarchie. Il faut remonter jusqu'à la racine et vous descendez, chaque composant envoie des messages. C'est très compliqué. Donc, si vous faites ça, vous allez finir à un moment donné par vous perdre. Donc, faire communiquer, c'est-à-dire les composants, ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors, au lieu de faire ça, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un service, une classe séparée. Donc, un service, c'est une classe qu'on va créer dans laquelle on peut déclarer les données et des traitements. Et puis, un service, il est utilisé dans un composant en utilisant ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est un terme également qui est important, dependency injection. C'est-à-dire que l'utilisation d'un service dans un composant se fait via le principe de l'injection des dépendances. Donc, le principe, c'est qu'au démarrage de l'application, le service, il est instancié, il est en mémoire. Une seule instance. Et à chaque fois que vous voulez l'utiliser dans un composant, ben, il suffit de l'injecter. Et donc, du coup, donc, dans C4, je peux injecter ce service, comme je peux l'injecter dans C6. Et ben, le problème est réglé, c'est que quand je clique sur C4, je vais changer des données dans le service. Et comme les données du service, ils vont être reçues par C6, donc c'est-à-dire je peux faire communiquer facilement C4 et C6, mais à travers le service. Donc vous voyez, donc les services permettent de centraliser les données et les traitements pour plusieurs composants. Parce que si vous ne faites pas les services, vous allez finir à un moment donné à faire des copier-coller. D'ailleurs, c'est ce qui arrive généralement aux gens qui travaillent avec React. Vous savez, les gens de React, ils vont commencer React parce que dans React, on commence directement à créer les web components. Et dans un web component React, qu'est-ce qu'on fait? On écrit HTML mélangé avec du JavaScript. Ok? C'est ce qu'on appelle le fichier JSX. C'est ou bien TSX. Donc, on mélange HTML avec du JavaScript. React, lui, il n'est pas basé sur l'injection des dépendances. Il n'est pas basé sur il n'y a pas de la notion de service. Et donc, généralement, vous allez commencer à écrire les composants. Et dès que vous allez commencer à faire, par exemple, vous voulez, quand je clique sur un bouton ici, je voudrais faire un traitement, faire appel à une fonction qui se trouve dans C6. Ben là, vous serez obligé de passer via la hiérarchie, n'est-ce pas? Et ça devient un peu plus compliqué. Et si vous continuez à créer une grande application, vous allez finir par quoi? Vous allez finir à faire des copier-coller. C'est-à-dire, dans un composant, vous avez une fonction JavaScript, ben, la même fonction, vous allez la copier dans un autre composant. Et dès que vous commencez à faire copier-coller, et là, c'est le début de la fin. Vous allez dire, il me faut une solution qui permet de centraliser les données et les traitements dans un composant séparé. Et là, vous aurez besoin de chercher une solution de state management. OK? Et donc, quand vous allez chercher une solution de state management pour React, vous allez apprendre qu'il y a des librairies comme Redux. Par exemple, Redux, c'est une librairie que tous les développeurs, la majorité des développeurs React, vont utiliser pour faire ce qu'on appelle un state management. Ça veut dire quoi, state management? On va leur permettre de créer dans un fichier séparé, dans une classe séparée, l'état de l'application, les données. Et puis, donc, la partie UI va faire appel, c'est-à-dire centraliser l'état de l'application. Donc, pour faire ça, donc, vous allez ajouter une librairie. Donc, vous voyez, donc, vous commencez par quelque chose au début, c'est simple. Mais quand vous utilisez une solution de state management, c'est que vous allez apprendre à utiliser une librairie qui fait pas partie du framework, mais que vous allez devoir adapter pour séparer la logique applicative de la logique UI. Alors, pour Angular, ce n'est pas le cas, parce que Angular, dans son architecture, il y a les services. Donc, vous voyez, donc, un service peut être utilisé comme une solution de state management. C'est-à-dire, on peut déclarer les données, on peut déclarer les traitements, et puis, donc, dans tous les composants de mon application, à chaque fois, si je veux utiliser une donnée ou bien une fonction, ben, tout simplement, je fais l'injection des dépendances. Et donc, si jamais on vous pose la question, qu'est-ce qu'il a Angular en particulier par rapport à React? Eh bien, vous allez dire tout simplement, Angular, il est basé sur l'injection des dépendances. C'est ce qui fait la grande différence avec React. Donc, c'est le pattern de base. Et quand vous faites l'injection des dépendances, vous allez faire l'inversion de contrôle. Donc, l'inversion de contrôle, permettre aux développeurs de se concentrer sur le code métier et laisser le framework s'occuper du code
technique. Et donc, avec des annotations, vous allez retrouver à peu près ce que vous faites avec Spring. Avec des annotations, Spring, il va faire beaucoup de choses. Et puis, vous allez concentrer sur le code de métier. Donc, si vous voulez, bon, je pense que ça, c'est des éléments qui sont importants. Donc, les services, c'est quelque chose d'important dans Angular. Et puis, il y a d'autres composants dans Angular comme les directives et les pipes. Alors, les directives, bon, c'est quelque chose qu'on utilise depuis HTML5. Par exemple, en HTML5, vous utilisez input, type égale texte. Alors, vous voyez, donc type, c'est un attribut. Et après, mais quand vous mettez require, tout court comme ça, c'est une directive. Donc, vous voyez, Hadi, c'est une directive. Et généralement, une directive, c'est quoi? Derrière une directive, c'est une fonction JavaScript qui permet de faire une vérification. Par exemple, required, il va vérifier si il y a une donnée a été saisie dans la zone de texte ou pas. Donc, vous voyez donc, dans Angular, si vous voulez, vous pouvez créer d'autres directives et vous pouvez les utiliser dans la partie HTML. Et ça vous permet de faire la validation des données de manière très simple. Donc, tout ça, les directives, ils vont vous éviter d'écrire du JavaScript dans la partie HTML. OK? Alors, et puis il y a ce qu'on appelle les pipes. Alors, les pipes, ils sont utilisés ici pour formater les données. Par exemple, si vous voulez afficher une date de naissance, vous allez écrire date de naissance. Vous utilisez pipe, le symbole pipe ici, et vous faites appel à un pipe qui s'appelle date, et vous spécifiez la valeur, le format de la date. Par exemple, je voudrais afficher cette date de naissance avec ce format jour, mois, année. Donc, vous voyez donc les pipes, ils permettent de formater les données. Alors, on les appelle les pipes parce que vous pouvez écrire quelque chose comme ça, par exemple. Vous pouvez écrire comme ça dans la partie HTML, vous mettez par exemple x, la variable x, vous voulez afficher la variable x. Et puis vous mettez pipe A, pipe B, pipe C. Qu'est-ce que signifie ça? Ben, ça signifie que on va prendre la valeur de x, on va prendre la variable x, on va la transmettre à une fonction qui s'appelle A. Donc vous voyez, A, qu'est-ce qu'il fait? Il prend x, il va retourner quelque chose, il va le formater. Pas, il va retourner un résultat. Et ce résultat retourné par A, on va l'envoyer encore vers B. B taillé, il va faire un traitement. Il va retourner un résultat qu'on va retourner vers C. Et C, il va retourner un résultat, c'est celui qui va être affiché au final. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, pour pouvoir formater des données, et avec les pipes, c'est plus simple. Ça permet d'éviter d'écrire du JavaScript. Parce qu'en fait, si vous voulez faire ça, c'est comme si vous faites appel à une fonction A qui fait appel à une fonction B qui appelle la fonction C. Et donc, dans Angular, le moteur de template Angular, il essaie en fait, de séparer la partie HTML avec la partie JavaScript. Donc, c'est pour cela que les pipes également sont très utiles. C'est clair? Donc, ça, c'est l'architecture de Angular. Alors maintenant, si vous voulez créer des web components, si vous voulez générer des web components, c'est très simple. Vous allez juste taper la commande ng generate component et vous mettez le nom des composants. Par exemple, ici, vous mettez ng generate component about. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous créer un dossier about dans lequel il va vous générer les 4 fichiers de votre web component. Il y a la partie CSS, la partie HTML, la partie TypeScript et la partie test unitaire. Donc ng. Alors pour ne pas utiliser ng generate component, on peut utiliser l'abréviation. Dans la majorité des cas, on utilise ng gc. gc. Alors ng gc, ça veut dire generate component. Si vous voulez générer un service, on va utiliser ng gs. Pour générer un module ng-gm, c'est-à-dire ng generate, il y a un espace ici. Espace, et vous mettez la première lettre, et généralement, c'est comme ça qu'on génère le squelette. On va générer les intercepteurs, on va générer d'autres types de composants, c'est toujours comme ça qu'on fait. Alors, si vous mettez ng generate component about, il va vous créer un dossier about. Si vous faites ng generate component contact, il va vous générer un dossier contact, dans lequel il regroupe les fichiers.
Mais en même temps, vous voyez ici, create, 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 et vous avez update. Pourquoi update? Regardez, update quoi? Module. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que dans un module, n'est-ce pas? Regardez le module. Dans le module, il y a déclaration. Et tous les composants que vous créez dans un module, il faut les déclarer dans le module. Donc ça veut dire quoi? Quand vous faites ng generate component, il va vers le module, il va déclarer le composant dans le module. Mais ça, il faut le savoir, parce que si parfois vous ajoutez un composant via copier-coller sans passer par ng generate, ben c'est à vous d'aller manuellement vers le module et de déclarer le composant. Alors, on va regarder la structure d'un composant. Donc, vous voyez donc la app, par exemple, about component, il y a la partie HTML, c'est du HTML pur, et puis il y a la partie TypeScript, about component.ts. Et bien donc c'est un composant, c'est une classe, about component. Et puis, généralement, on peut implémenter une interface qui s'appelle onInit. Alors, si vous implémentez l'interface en init, vous devrez redéfinir une méthode qui s'appelle ngOnInit. Alors, ngOnInit, c'est quoi? C'est une méthode qui va s'exécuter pour l'initialisation. Ça veut dire quoi? Dès qu'un web component est instancié et chargé en mémoire, la première méthode qui va s'exécuter, c'est la méthode ngOnInit. Donc, si vous voulez faire un traitement au chargement du composant, vous avez un endroit idéal, c'est ngOnInit. OK? On ne fait pas dans le constructeur. Alors, le constructeur, regardez comment ça s'écrit. Le constructeur, lui, il ne va servir qu'à une seule chose. C'est pour faire l'injection des dépendances. C'est juste déclarer un service. À chaque fois que vous déclarez un service dans un composant, ça s'appelle l'injection des dépendances. Donc, c'est-à-dire, généralement, dans le constructeur, ici, on fait rien. Si vous voulez faire un traitement au moment du chargement, il vaudrait mieux le faire dans la méthode ngOnInit. Ça, c'est une façon pratique. Et donc, vous voyez donc le décorateur ici, component. Vous avez selector, vous avez... donc, ça, c'est la balise à utiliser. Alors, par défaut, vous avez app_about. Il l'appelle app_about, mais vous pouvez l'appeler x ou y ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est le nom de la balise que vous allez utiliser. Mais c'est une bonne pratique de commencer toujours les tags ou bien les balises avec app. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que app, tout ce qui commence par app, c'est mes propres components, web components. OK? Parce que parfois, vous utilisez des composants de d'autres librairies. Donc, c'est juste, ça vous permet de faire la différence. Donc, ça, c'est le lien vers la partie HTML et le lien vers la partie CSS. Donc, globalement, ça, c'est la structure. La structure d'un web component. Alors maintenant, il reste encore deux concepts ou trois. D'abord, le data binding. Alors, le data binding, comme je disais, donc c'est un mécanisme qui est très important, qui permet de lier le modèle M à la vue V. Donc, le pattern MVVM, c'est de lier le modèle avec la vue. Ça veut dire quoi? Quand une variable change, il s'affiche dans la vue. Quand je saisis quelque chose dans la vue, il va être stocké dans le modèle. Donc, je dois faire ce lien. Et bien, pour faire le data binding, vous avez ici un exemple. Par exemple, j'ai un web component qui est test component. Vous voyez, donc ça, c'est le composant. Je vais déclarer une variable counter de type number. La valeur par défaut égale à 1. Je déclare une variable name de type string. La valeur, c'est une chaîne vide. Et je vais déclarer deux méthodes, increment, qui permet d'incrémenter le compteur, et decrement, qui permet de décrémenter le compteur. OK? Alors maintenant, côté HTML, côté vue, j'ai une zone de texte. Je voudrais que tout ce que je vais saisir dans la zone de texte, je voudrais qu'il soit stocké directement dans la variable name. Donc, je dois faire le lien entre cette zone de texte et la variable name. Alors, comment je peux faire ça? Eh bien, je vais faire ce qu'on appelle un two-way binding. Comment? Je vais utiliser input, type égale texte, et regardez, je vais utiliser ngModel. ngModel entre parenthèses, entre crochets. Entre parenthèses, entre crochets. Ça veut dire quoi? Entre parenthèses, ça veut dire c'est un data binding dans ce sens. D'accord. Ça veut dire quoi?
Si je change la valeur de la zone de texte, quand je modifie la zone de texte, automatiquement la variable name, oui, la variable name va changer. Tout ce que je vais saisir dans la zone de texte, automatiquement, il va être stocké dans name. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer ou de la chose. Tout ce que je tape, si je tape, j'efface. Tout ce qui se trouve dans la zone de texte, il est dans la variable. Et avec le crochet, c'est le data binding dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Si je change la variable, la zone de texte va changer. Bon, هذاك يتسمى two-way binding. Two-way binding, c'est un data binding bidirectionnel. C'est-à-dire, la zone de texte fait un subscribe vers la variable et la variable fait un subscribe vers la zone de texte. Si l'une change, l'autre va se mettre à jour. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est comme si je fais un subscribe chez toi et toi, tu fais un subscribe chez moi. هذاك يتسمى un two-way bind. Dès que j'ai une nouvelle, tu la reçois. Et dès que tu as une nouvelle, je la reçois. Donc, c'est le data binding qui est bidirectionnel. Donc, ici, on peut faire ça. Vous voyez, donc, de manière très simple, on peut utiliser par exemple, vous voyez, donc juste ng model, entre parenthèses, entre crochets, je fais le lien avec une variable. Alors, ensuite, j'ai ici, donc, je voudrais afficher my name is tel. Alors, si vous voulez afficher un texte tout court, on va utiliser ce qu'on appelle string interpolation. Vous voyez, name is, name entre double accolade. Donc, les double accolades, c'est ce qu'on appelle parfois double moustache. Le terme double moustache, pourquoi? Tout simplement parce que le symbole, haka, il y avait un moteur de template, il y a un moteur de template qui existait depuis trop longtemps qui s'appelait moustache. Pourquoi il l'appelle moustache? C'est parce que ça ressemble à des moustaches, tout simplement. Moustache, il s'appelle comme ça. Donc, il y en a ceux qui les appellent les moustaches. Les moustaches, c'est double accolade, comme ça. Si vous entendez ça, c'est ça. Alors, on fait ça. Donc, هذيك تسمى string interpolation. C'est-à-dire quoi? C'est un data binding dans ce sens. C'est-à-dire, si je change la variable name, bah, automatiquement, le texte va changer. Mais dans l'inverse, non. Parce que je ne peux pas changer ce texte dans ce label. Et puis, j'ai React to Events. To User Events. C'est-à-dire quoi? Quand je clique sur le bouton décrémenter, je voudrais faire appel à une fonction qui s'appelle decrement. Et bien, comme pour faire ça, je vais utiliser bouton clic. Vous voyez donc clic entre parenthèses égale decrement. Ça veut dire que quand je clique sur le bouton, j'appelle decrement ici. avec ma data binding dans ce sens. Decrement, qu'est-ce qu'il fait? Il va décrémenter le compteur. Si le compteur est décrémenté, on va l'afficher. Comment on va l'afficher? Ici. Regardez. Ici, vous avez counter entre double accolade. Donc, c'est-à-dire ici, je décrémente et le compteur, on voit ici directement que le compteur se décrémente. Mais en réalité, moi, je clique, je décrémente une variable, je change la variable et comme la variable change, eh ben, le texte va changer. Parce que ici, il y a string interpolation que vous voyez ici. Donc encore, vous avez, si vous voulez, il y a data binding ou le counter, il est là. Et puis, vous avez ce qu'on appelle property binding. Property binding, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez donc bouton clic, c'est decrement, disabled, entre crochets, égale à quoi? Counter égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la propriété disabled, il va être considéré quand est-ce? Quand la valeur du compteur égale 0. Ça veut dire je décrémente. Une fois que le compteur atteint 0, automatiquement ce bouton va être désactivé. Bon, je n'ai pas besoin de le programmer. Donc vous dites à ce bouton-là, une fois que la valeur du compteur égale à 0, désactive-toi. Donc ça c'est également c'est un property binding. Property binding, c'est entre crochets. C'est une directive entre crochets, ça veut dire la directive, il va être considéré quand est-ce? Suite à une condition. Et la condition, c'est ce que vous mettez ici. Alors, la même chose ici. Donc, le bouton increment, quand je clique sur le bouton j'incrémente, il va être désactivé une fois que le compteur atteint 10. C'est-à-dire, si je décrémente, si c'est 0, je désactive. J'incrémente jusqu'à 10 et ça va être désactivé.
Bon, هذا c'est un exemple très simple qui montre ce que c'est le data binding. Donc, data binding, c'est l'un des points forts aussi de Angular, parce que pour les gens qui travaillent avec d'autres frameworks, comme par exemple React, pour faire le data binding, vous allez quand même faire des choses. On change, j'appelle cette fonction JavaScript, et encore, etc. Donc, vous faites beaucoup de choses pour pouvoir faire le lien. Alors qu'avec Angular, vous avez ici donc property binding, vous avez string interpolation, vous avez two-way binding et vous avez ici property binding. Donc ça, c'est des mécanismes qui permettent de lier les données avec l'affichage. C'est clair? Voilà. Alors maintenant, vous avez les services. Alors, les services, comme je disais tout à l'heure, donc ce qui concerne les composants. Les services, c'est quoi? C'est donc je disais tout à l'heure que Angular, il est basé sur le principe de la séparation de la logique UI, user interface, avec la logique applicative. Et donc, dans un le web component, c'est la partie UI, HTML. Et dès que je clique sur un bouton, si je veux faire le traitement, on fait appel à des services. Bon, un service, il est utilisé dans un composant via le mécanisme de l'injection des dépendances. Dans un service, on peut injecter d'autres services. C'est-à-dire, un service, il est fait. Quand vous avez un service, dès le démarrage de l'application, il va être instancié. Il est en mémoire. Une seule instance. Et dans n'importe quel composant, si vous voulez utiliser Hadik l'instance, eh ben, il suffit de la déclarer dans le constructeur. Il suffit de l'injecter dans le constructeur et après ça passe. Alors, si vous voulez créer un service, bon, en fait, un service est une classe TypeScript qui utilise le décorateur injectable. Donc, injectable, c'est comme la notation service Spring. C'est un service. Donc, automatiquement, il va être instancié par Angular au démarrage et vous pouvez l'injecter dans les composants. Alors maintenant, comment injecter un service dans un composant? Vous voyez ici, ça c'est la partie web component. Ça se passe au niveau du constructeur. Alors, Spring, vous avez deux façons pour faire l'injection des dépendances. Soit via le constructeur, soit en utilisant la notation auto-wired. N'est-ce pas? Eh bien, dans Angular, on va utiliser le constructeur. Alors, dans le constructeur, il suffit de déclarer un objet exemple service de type exemple service. Et puis, vous ajoutez ici soit private, soit public. Ça dépend si vous voulez avoir ce service en tant que attribut privé ou bien attribut public à cette classe. Donc, ça, c'est la première façon. Donc, pour injecter un service dans quelque part, on peut utiliser le constructeur. Donc, vous le déclarez dans le constructeur, automatiquement, il va chercher. Si le service n'est pas existe, il va l'injecter et après, ça marche. Pas de problème. Alors, maintenant, après, le problème, c'est que si on n'utilise que l'injection via le constructeur, à ce moment, le problème qui va être posé. Le problème, c'est que il faut être dans une classe. Parce qu'en fait, le constructeur existe à l'intérieur d'une classe. Or, avec TypeScript, je peux parfois écrire du code sans passer par les classes. Je peux créer des fonctions. Et le problème, c'est que quand je crée que des fonctions séparées, comment injecter des services dans des fonctions qui ne sont pas dans des classes? Alors, c'est la raison pour laquelle Angular avait ajouté, depuis la version, je ne me rappelle pas, mais ça peut être 16 ou 17 ou peut-être même depuis 15. Depuis une version, il a ajouté une autre possibilité, c'est tout simplement de déclarer une variable, quand vous mettez une variable v égale, et vous utilisez la fonction inject directement. Inject, entre parenthèses, et vous mettez le nom de la classe du service. Service. C'est de l'injection des dépendances. Donc ça veut dire que vous avez finalement deux façons pour faire l'injection. Soit le déclarer dans le constructeur, soit utiliser la fonction inject. Alors inject, il est plus pratique si vous ne voulez pas passer via le constructeur. Mais si vous êtes dans une classe, vous vous injectez dans le constructeur. Et ça, c'est un point important. Mais head inject n'existait pas dans les anciennes versions de Angular, donc c'est quelque chose qui avait été ajouté après. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, la recommandation, c'est d'utiliser inject. Parce que inject,
inject, il marche aussi bien dans une classe, n'est-ce pas? Par exemple, si vous voulez pas le faire dans le constructeur, vous supprimez le constructeur, ok? Et vous déclarez directement un attribut v égale inject le service et après vous avez votre service. Et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Ok? Un service S égale inject. Bon, ça, on peut le faire. Alors, juste, il faut comprendre une chose, c'est que la syntaxe. Normalement, pour injecter, vous pouvez faire ça. Vous pouvez déclarer exemple component. Vous déclarez exemple service de type exemple service. Et puis dans le constructeur, vous déclarez exemple service et vous mettez ici 10.exemple service égale exemple. Ça, c'est ce qu'on fait dans Java ou de la C Sharp. Parce que dans Java, si vous voulez initialiser un attribut, c'est comme ça. On déclare l'attribut et on l'initialise dans le constructeur. C'est ce qu'on fait avec Java. Mais dans TypeScript, vous pouvez faire ça. Mais ça sert à rien de faire tout ça. Donc, au lieu de faire tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va juste déclarer exemple de type exemple service et on ajoute ici private ou bien public. Automatiquement, la variable devient un attribut de cette classe. Donc, on n'a plus besoin de faire ça. Tout ça pour faire l'injection. Bon, ça, c'est la syntaxe typiquement Angular. C'est clair? Voilà. Alors, ça, c'est pour le service. Donc, vous voyez, donc, quand on déclare un service, après, dans votre composant, quand je clique sur un bouton, par exemple, j'appelle en save, je vais utiliser 10.exemple service et j'appelle save data. Et save data, c'est quoi? C'est tout simplement une méthode qui se trouve dans le service. Get data, save data, etc. Donc, c'est comme ça que le composant peut faire appel au service. Ça va? Ok. Alors, maintenant, il me reste encore deux concepts. Et puis, donc, on va terminer. Et on a fait le tour. Alors, d'abord, juste, bon, je disais tout à l'heure, c'est que l'attention de service, il est basé sur le principe de l'injection des dépendances. Donc, chaque classe qui utilise le décorateur injectable, c'est un service. Ça veut dire quoi? Au démarrage, en fait, Angular dispose d'une liste qu'on s'appelle l'injector. Qu'est-ce qu'il fait quand vous injectez un service, quand vous déclarez dans un constructeur un service par exemple, qu'est-ce qu'il fait Angular? Il va vérifier dans l'injecteur, dans cette liste, est-ce que le service existe, il est déjà instancié? Bah, s'il existe, il va injecter une référence, tout simplement. Si ça n'existe pas, il va l'instancier et il le garde dans l'injecteur. Et comme ça, un service, si on vous pose la question, un service, il est instancié combien de fois? Une seule fois. Et ça, c'est très important. Parce que, par exemple, quand le système d'authentification, je vais saisir mon username, mon mot de passe, je vais vers le backend, je vérifie, etc. Si je suis authentifié, eh bien, je vais aller vers le service, je vais garder comme quoi l'utilisateur il est authentifié, voilà les rôles, voilà, etc., etc. Donc, ça veut dire que le profil de l'utilisateur, je vais le stocker dans un service que je vais appeler Authentication Service. Et donc, dans n'importe quel composant, à chaque fois que j'appelle un composant, on a besoin de vérifier quel est le rôle de l'utilisateur. Bah, pour avoir le rôle de l'utilisateur, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais injecter auth service. Donc, auth service, il me permet de regarder quel est le rôle de l'utilisateur. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il n'a pas le droit? Etc. Donc, vous voyez, donc le service, à un moment donné, il est instancié une seule fois, il est initialisé, mais après, on peut l'injecter plusieurs fois dans plusieurs composants. Alors maintenant, il reste le système de routage et navigation. Alors, pourquoi le système de routage et navigation? Parce que je disais qu'une application Angular, c'est une application de type single page application. Alors, ça veut dire quoi single page application? Ça veut dire que votre application se compose d'une seule page. Et le problème, vous avez une single page application, comment faire pour, quand je clique sur un bouton, je voudrais changer des choses? Je clique sur ce bouton, je vais afficher une partie de la page. Je clique sur un autre bouton, n'est-ce pas? Comment naviguer? Donc, vous avez besoin d'un système de routage. Le principe, c'est très simple. Vous allez trouver dans votre projet un fichier qui s'appelle routes, c'est-à-dire dans lequel vous allez trouver les routes. Alors, ici donc dans la liste des routes, vous allez déclarer les différentes routes et pour chaque route, on va spécifier le path. Par exemple, ici path c'est about. Component, c'est quoi? C'est about component. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le navigateur, quand je vais taper http localhost / quoi? Path /
about. Qu'est-ce qui va s'afficher? C'est about component. Quand je vais taper slash contact, qu'est-ce qui va s'afficher? C'est contact component. Donc, je vais juste associer un path à un composant, n'est-ce pas? Alors maintenant, je déclare les routes et après, je vais les utiliser. Comment? Ben, je vais les utiliser dans la partie HTML. Par exemple, dans la page template, je vais créer deux boutons. J'ai un bouton About et un bouton Contact. Vous voyez donc le bouton About ici. About. Vous avez ici Router Link. Router Link égale à quoi? Slash About. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je clique sur About, qu'est-ce qui va s'afficher? C'est quelle route? Slash About. Et quoi? C'est quoi About? C'est About Component. Ça veut dire que ici, donc, je vais voir ici About Component qui va s'afficher. Et si je clique sur le bouton Contact, ben, je vais vers quelle route? C'est Contact Component. Donc, je vais avoir ici Contact Component. Alors, sauf que la question maintenant, quand je clique sur About, à quel endroit de la page le composant va s'afficher? Alors, c'est la raison pour laquelle, dans votre page template, vous aurez besoin de déclarer un élément qui s'appelle Router Outlet. C'est obligatoire. Alors, si vous n'avez pas dans votre page template Head Router Outlet, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand vous cliquez sur le bouton About, il va chercher About Component, il va l'instancier, il va générer le rendu HTML. Ok, c'est ذاك HTML كيقلب في la page فين غيحطو كيقلب على l'élément Router Outlet. Bon, s'il ne trouve pas un élément Router Outlet, il n'affiche rien. Donc, c'est-à-dire avec le rendu ديال le composant, il va l'afficher là où se trouve l'élément Router Outlet. Donc, si vous voulez que votre page template, c'est comme ça, vous pouvez créer une page template comme ça. Vous avez la barre du menu comme ça. Vous avez sidebar, par exemple, etc. Et Router Outlet, c'est ça. C'est l'espace, c'est l'élément dans lequel, c'est-à-dire quand je clique sur les boutons, c'est là où les composants vont s'afficher. Donc, Router Outlet, c'est l'endroit où le routeur va afficher le rendu du composant. Alors, donc on peut naviguer vers les routes en utilisant, de manière statique, en utilisant Router Link, comme ça, comme on peut le faire en utilisant du TypeScript. Par exemple, ici j'ai un bouton Click on About. C'est-à-dire quand je clique sur le bouton, j'appelle on About ici. Et on About, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 10.router.navigate. Je vais naviguer vers une route qui s'appelle About. Alors, sauf que ici, router, c'est un service, il faut l'injecter. Pour l'injecter, vous voyez ici dans le constructeur, vous déclarez private router de type router. Donc, vous avez deux façons de faire. Soit vous naviguez de manière dynamique avec 10 router navigate, ou tout simplement vous le faites de manière statique router link. Alors, on a besoin des deux, parce que parfois, ici par exemple, parfois on a, quand je clique pour l'authentification, je vais vérifier est-ce que l'utilisateur est authentifié, je vais naviguer vers une route. S'il n'est pas authentifié, je vais naviguer vers une autre. Dans ce cas-là, donc j'ai besoin de le faire de manière ici, avec du TypeScript. OK? Voilà, donc ça c'est le système de routage. Bon, après, le dernier point qui reste, c'est comment maintenant interagir avec le backend. Alors, pour interagir avec le backend, on va utiliser donc des communications HTTP de manière générale. Le backend, c'est des web services RESTful. Donc, il faut maintenant un moyen qui permet d'envoyer des requêtes HTTP vers le backend et de récupérer les données. Et bien, pour cela, vous aurez besoin d'importer un module qui s'appelle HTTP Client Module. OK? Alors, ça, c'est pour quand vous avez un module. Mais si vous avez la version sans module, bon, tout ça, c'est pas comme ça que ça se passe parce que vous allez voir dans la démo. Dans la démo, vous allez voir la version sans module. Alors, sans module, on va vers le fichier appconfig, on va mettre provide HTTP, on va faire appeler une fonction qui s'appelle provide HTTP client. Donc, client module, c'est une façon de le déclarer. Mais il faut noter que si vous avez un module qui s'appelle HTTP client module qu'il faut importer. Et puis, pour pouvoir l'utiliser, c'est très simple. Eh bien, dans votre composant ou bien dans votre service, vous aurez besoin d'injecter HTTP client. Donc, vous voyez donc HTTP client de quel type? De type
Voilà, HTTP de type HTTP client. Donc, si vous déclarez HTTP de type HTTP client comme service, et bien tout simplement, par exemple, la méthode getTasks, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'appelle la méthode getTasks, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer une requête vers le backend. On va utiliser 10.http, les WADs, et j'envoie une requête avec quelle méthode? Get. HTTP get, ça veut dire j'envoie une requête HTTP avec la méthode get. Vers quoi? Vers le host. Je n'envoie le host. C'est HTTP localhost 8080, ça veut dire c'est le backend slash tasks. Donc j'envoie, quand je clique ici, donc j'envoie une requête vers le backend, une requête avec get vers le backend et je retourne le résultat. Mais attention, regardez, il y a quelque chose d'important. C'est que, regardez, supposons le service, quand j'envoie une requête avec get vers le backend, supposons j'attends la réponse. J'envoie la requête et j'attends la réponse. Alors si j'attends la réponse, vous savez, la réponse, ça prend un peu de temps. Si j'attends la réponse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service va être bloqué. J'envoie la requête, je suis bloqué, j'attends jusqu'à ce que je reçois la réponse pour retourner la réponse vers le composant. Le problème, c'est que si j'attends la réponse, le service il est bloqué. Et si le service est bloqué, ça veut dire que le composant il est également bloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Web Component, si je clique sur un bouton, tant que les données ne sont pas chargées, je ne peux rien faire dans l'interface. L'interface va être bloquée. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi cette limite? Vous savez que JavaScript, c'est un langage single thread. Il faut jamais l'oublier. Ça veut dire quoi JavaScript, il est single thread. Ça veut dire que dans une application JavaScript, vous avez un seul thread. Ça veut dire que si vous envoyez la requête et vous attendez, si vous avez utilisé des entrées-sorties bloquantes, le thread va être bloqué. Et si le thread est bloqué, ben c'est toute l'interface qui va être bloquée. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Eh bien, on va utiliser l'observable. Comment? Et d'ailleurs, vous allez remarquer que toutes les méthodes HTTP GET, POST et les autres, ils retournent des objets de quel type? De type observable. Ça veut dire quoi? Regardez. Quand je clique sur un bouton, je suis dans un bouton dans le composant. Je clique sur un bouton, j'appelle le service. J'appelle le service, ça veut dire quoi? J'appelle la méthode getTasks. GetTask, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer une requête vers le backend avec get. Mais quand il envoie une requête vers le backend, il ne va pas attendre la réponse. Il va retourner immédiatement un objet de type observable. C'est pour cela ici vous avez return this.http.get. Donc je retourne un objet observable. Et si je retourne un objet observable, qu'est-ce qu'il fait le composant? Il fait subscribe. Ça veut dire quoi subscribe? Ça veut dire que une fois que la réponse arrive, d'ailleurs, quand le composant fait un subscribe, ça veut dire qu'il n'est plus bloqué. C'est-à-dire la partie UI n'est pas bloquée, vous pouvez faire autre chose. Je peux cliquer sur un autre bouton, j'envoie une autre requête. Donc, quand on fait un subscribe, ça veut dire que c'est asynchrone, on n'est plus bloqué. D'ailleurs, vous, quand vous faites subscribe, ça y est, vous faites votre vie indépendamment, parce que vous savez très bien, dès qu'il y a quelque chose, on va vous envoyer une notification. Et donc, dès que la réponse arrive, vers l'observable, et l'observable, il va transmettre l'information vers le composant, et le composant va l'afficher. Donc c'est avec cette façon de faire, c'est avec cette technique-là qu'on va, si vous voulez, rendre l'application réactive. Donc l'interface ne sera jamais bloquée. Pourquoi? Tout simplement parce que les méthodes, l'interaction retourne ce qu'on appelle des observables. Alors, il y a d'autres frameworks qui utilisent les features ou bien les promesses. Donc, ça, c'est un mécanisme important. Donc, vous voyez bien donc, le principe, donc, parce que dans les applications front-end, que ce soit mobile ou bien web, vous avez ce principe-là. C'est que vous avez deux manières de gérer les entrées-sorties, soit de manière bloquante ou bien non bloquante. Alors, bloquante, ça veut dire quoi? Bloquante, ça veut dire que, alors je vous donne juste l'exemple. عندك l'UI, اسمها Mohamed, l'UI, User Interface. Moi, je suis le service.
Le Ghazi, c'est le backend. OK? OK? Backend, UI, comme web component. Moi, je suis le service. Lui, il est le backend. Alors, d'abord, le web component, il me demande, je veux la liste des personnes. Ouais, n'est-ce pas? Moi, je vais envoyer une requête vers Razi. Je vais lui demander, donne-moi la liste des personnes. ولكن بين الفرونت-end et le back-end, il y a du temps, n'est-ce pas? Parce que c'est une requête HTTP. Et quand je lui demande, je veux la liste des temps, je dois attendre qu'il va vers la base de données, il me retourne la liste des personnes. OK? Format JSON. Mais le problème maintenant, si supposons je travaille de manière bloquante, c'est-à-dire quand je te demande, j'attends la réponse. Donc, Mohamed, il est bloqué. Il attend. Il ne peut rien faire parce que là, on est géré par un seul processus, un seul thread. Et donc, il va attendre jusqu'à ce que je reçois la réponse. Quand j'ai la réponse, je le libère. Alors, au lieu de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc, Mohamed, quand il me demande, je veux la liste des produits, et bien, qu'est-ce que je fais? Et bien, j'envoie la requête vers le Razi, mais je ne vais pas attendre la réponse. Je vais lui donner un observable. Donc, l'observable, l'objet. Et quand je lui donne l'observable, donc je n'ai pas encore reçu les réponses. Je lui donne ce qu'on appelle une promesse. Parce que l'observable, c'est une promesse. Quand tu as l'observable, tu fais subscribe. Et quand tu fais subscribe, ça fait que tu es tranquille. Donc tu n'attends plus la réponse. Tu fais subscribe et tu fais autre chose. Tu n'es plus bloqué. Okay? Et moi, dès que je reçois la réponse, dès que le Razi m'envoie la réponse, et bien la réponse, il va vers l'observable. L'observable, il va te notifier avec l'information que tu as affichée. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un mécanisme important. Donc à chaque fois, vous voyez donc get, post, vous allez remarquer que toujours ça se passe comme ça. D'ailleurs, vous allez remarquer le côté composant. Regardez, quand vous faites par exemple 10.hotservice.getTasks, quand vous appelez getTasks, qu'est-ce qui se passe? GetTask, qu'est-ce qu'il retourne? Un observable. Donc vous allez faire juste immédiatement quoi? Subscribe. Et vous dites, quand la réponse arrive, je vais faire ça. Et s'il y a une erreur, je vais faire ça. Et vous n'êtes pas bloqué, donc vous passez à autre chose. S'il y a un autre code derrière, il va continuer. L'appel, c'est pas bloquant. Et donc, dès que la réponse arrive, une fois que la réponse arrive, ben, ce traitement va se faire. Et donc, vous allez trouver beaucoup de ce code-là quand il s'agit donc de communication entrée-sortie. J'appelle la méthode retourne un observable, donc je fais subscribe. J'appelle la méthode .subscribe et s'il y a une bonne réponse, s'il y a une réponse, donc je la traite. S'il y a erreur, je la traite. Voilà. Alors ça, c'est en fait les concepts de base donc, de l'architecture de Angular. Si vous avez suivi ce cours-là, c'est que vous allez comprendre déjà l'architecture de base de Angular. Donc c'est tranquille, ça c'est vous cernez, vous avez la base. Alors maintenant, pour maîtriser, maintenant il faut pratiquer. Alors dans Classroom, vous allez trouver une activité pratique simple qui résume tout ce que je viens de vous faire. Alors c'est cette activité-là, donc ça vous montre comment créer un projet Angular. Vous allez créer une petite application qui permet de chercher des produits, etc. Alors au début, donc il n'y a pas de backend. On va utiliser Cauchy Frontend, donc on va utiliser juste une liste statique des produits. Donc on va faire des leads, chercher, on va faire un certain nombre de choses. Donc vous allez voir comment créer les web components, comment créer les services, comment faire l'injection des dépendances, comment faire le data binding, quasiment, comment gérer le système de routage. Donc à travers cet exemple-là, vous allez comprendre, pratiquer, pardon, tous les concepts de base dont je viens de vous parler. Ben, une fois que vous terminez, après, à la fin de la démonstration vidéo que vous allez trouver sur Classroom, vous allez trouver un backend. Vous allez créer un backend avec Spring et après, vous allez connecter le backend avec le front-end. Donc, à la fin, vous allez avoir un petit exemple d'application qui vous montre comment créer une application basée sur le modèle rendu HTML côté client avec Angular. C'est un passage obligatoire qui est très important. Donc, prenez le temps de faire cette activité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous reste une dernière étape, il y a un projet. Donc, donc je vous ai déjà partagé sur Classroom un projet sur lequel vous allez travailler
à la fin. Donc, c'est une application dans laquelle on va résumer tout ça. Une application de digital banking dans laquelle on va gérer des comptes bancaires avec des versements, des retraits, des virements. Et puis, il y a la partie front-end d'Angular, il y a la partie sécurité avec Spring Security, avec JSON Web Token. Donc, ça vous donne une idée globalement comment créer, comment la majorité des applications travaillent les applications, quelle que soit la technologie. Parce que maintenant, ça, c'est Spring Angular, mais ça peut être Node.js React. Ça peut être, je sais pas, la Ravel React. Ça peut être, peu importe. Mais c'est à peu près la même logique. Donc, ce qui est important, parce que je dis bien, pour ce cours, le cours, vous apprenez deux choses. Vous apprenez une technologie liée à Spring, Angular, etc. N'est-ce pas? Mais surtout, vous apprenez les architectures logicielles. C'est-à-dire, il y a des patterns. L'injection des dépendances, l'inversion de contrôle, la séparation des couches, tout ce que vous avez fait, en fait, c'est des patterns. Ou les patterns, c'est l'affaire de l'architecte. Donc, si un jour vous commencez à générer du code avec l'intelligence artificielle, il va tout simplement, soyez d'abord dans votre tête architecte. C'est vrai, l'IA, vous pouvez lui demander de vous proposer une architecture, mais il faut la comprendre. Bon, vous savez, Claude aujourd'hui, il fait il fait de la magie en fait. C'est-à-dire, il vous génère beaucoup de choses, mais si vous maîtrisez votre métier, vous allez plus vite, tout simplement. C'est ce que je vous dis. Donc, ne dites pas que, voilà, donc je n'ai pas besoin de coder. Non, pour apprendre à maîtriser, coder. N'utilisez pas l'IA, parce que si vous utilisez l'IA alors que vous êtes en train d'apprendre, ça sert à rien. Codez pour maîtriser. Mais une fois que vous maîtrisez, utilisez l'IA pour aller plus vite. C'est la règle générale. Parce que c'est l'autre jour, j'ai un étudiant qui venait presque en train de paniquer, parce que son projet de fin d'études, ben, l'entreprise lui a donné une application à modifier, à ajouter. Et comme il n'a pas vraiment la patience de regarder le projet et tout ça, il a directement fait appel à Claude pour faire la modification. Et après, Claude, il est rentré, il lui a changé beaucoup de choses dans l'application, et même l'application initiale ne marchait plus. Et là, il peut, il vient juste pour que je lui montre comment il peut retrouver l'état initial de son application. Oui, bon, c'est un peu bête. C'est-à-dire, d'un côté, je maîtrise pas l'architecture, et même si je veux utiliser l'IA, ben, au moins, eh ben, quand même, au moins, je garde la version initiale. Et oui, il n'a pas le courage de demander à son responsable d'entreprise, j'ai perdu la version initiale. Si lui dit j'ai perdu la version initiale, c'est déjà des mauvais points qui sont marqués. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Alors, vous avez Classroom, vous allez trouver donc l'activité pratique, il est, je pense, là. Donc, l'activité 4. Vous avez donc le lien de la démo vidéo qui vous montre comment travailler. Vraiment, vous la suivez. Bon, c'est à peu près 1 heure, y compris les concepts et plus la démo. Donc, ça vous montre un peu euh, comment travailler. Et puis, donc, à partir de la semaine prochaine, donc, je vais vous présenter. Voilà. En fait, il y a le projet, il y a aussi la solution. Parce qu'en fait, le projet, il y a une partie de base, c'est un peu la solution de base. Donc, vous allez voir les vidéos, donc comment créer la couche DAO, la couche repository, la couche service et tout ça, les DTO et tout ça. Donc, parce que c'est pour faire une révision, quelque sorte. Mais après, il y a des choses que vous pouvez ajouter, que je vous demanderai bon, de travailler, d'ajouter. Donc, chacun, il peut ajouter d'autres fonctionnalités. Il y a aussi une partie bon, chatbot avec l'AI, c'est-à-dire l'application. L'idée principale, c'est que l'application, on peut la consulter via la partie user interface, comme on peut lui poser des questions comme ça. Par exemple, je voudrais effectuer un virement du compte numéro un vers tel compte, et après, l'agent AI, il va comprendre, il va faire appel aux différentes fonctions. C'est à peu près, maintenant, la majorité des projets donc, tournent comme ça. Et donc, vous aurez besoin à peu près d'avoir une idée comment
comment travailler ça. Bon, en tout cas, vous avez des démos vidéo qui sont très utiles. Vous allez vraiment prôner le. La partie elle est très importante parce que c'est presque une révision générale. Il y a la partie Spring, il y a la partie une révision sur Spring, soi-disant. Vous avez une révision sur Angular et la sécurité, d'ailleurs. Et puis il y a la partie donc comment créer un chatbot avec Spring AI. C'est des ressources qui vous seront très utiles, surtout si vous avez un projet, vous avez un stage, surtout si vous, pour vous préparer pour l'année prochaine, parce que la majorité des cas, donc vous aurez besoin de maîtriser donc ces architectures. Bon, alors si vous n'avez pas de questions, on va passer voilà. Donc je pense que la partie pratique, je vous laisse la faire chez vous, donc ça sert à rien de rester comme ça. La semaine prochaine, donc je vous laisserai vraiment le temps pour un peu regarder un peu les éléments pratiques. Salam alaikum. Mayankoum. Bon week-end. Bon week-end. Alors, donc à la semaine prochaine.